Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Il se prépare à donner le coup d'envoi du côté de San Pedro pour cette confrontation Côte d'Ivoire-Sierra Leone, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. 125e au classement, c'est la Sierra Leone. Est-ce qu'ils arriveront à freiner cette avancée victorieuse des pachydermes ivoiriens qui sont 33e mondial? Question, on en saura peut-être à la fin du match assurément. Et aussi, on s'arrêtera sur la trêve sociale. Les syndicats et le gouvernement se sont accordés hier à la primature sur les sujets clés à l'agenda qui concernent en tout cas les préoccupations des fonctionnaires. On débriefe maintenant dans ce grand talk. On aura également à réagir en fin de première partie justement sur ce communiqué. Réaction des enseignants du préscolaire et primaire, militants du PDCI-RDA face, selon eux, aux dérives de M. Jean-Louis Billon, qui, selon eux, met à mal la cohésion du parti. On en parle dans quelques instants. Mais avant, messieurs, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Herman, bonsoir, merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Marius Komoé, vous êtes en forme ce soir, bonsoir. Très en forme, merci de nous inviter, on est là, on jouera notre rôle. Daouda, merci beaucoup pour ce beau boubou, bonsoir. Merci beaucoup Christelle, et bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Et je te dis, tu es superbement belle en noir. Oh, mais, pardon? Tu es très belle en noir. C'est une belle couleur en effet. Je n'ai pas encore dit le jaune, mais le jaune irait mieux avec. Alors messieurs, merci d'être là ce soir. On ne peut pas commencer cette émission sans avoir nos cœurs et nos regards et nos esprits, on va dire, tournés vers San Pedro qui reçoit donc cette confrontation au titre de la 3e journée comptant pour l'élimination des matchs pour la CAN 2025 qui, il faut le rappeler, se déroulera au Maroc. Alors Herman Aboua, on gagne forcément en tant qu'Ivoirien, c'est ce qu'on peut dire. Et le match a commencé et le score est de 0-0 en ce moment. Oui, moi je pense que c'est Côte d'Ivoire-Sierra Leone, 3e journée pour les éliminatoires, les matchs qui comptent pour les éliminatoires pour la CAN. Nous sommes champions en titre de la CAN. Donc je veux dire actuellement sur 2 matchs, on a été victorieux sur les 2 matchs. On peut même dire qu'on a battu lors de la première rencontre, la Zambie, qui est quand même le challenger de la Côte d'Ivoire dans cette poule-là. Et la Sierra Leone est aujourd'hui quand même la dernière équipe de cette poule. C'est prenable. Surtout que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est 4e en Afrique et 33e mondial. Donc je pense que c'est prenable. Et puis, quand on voit la santé de nos joueurs dans leur club, leur performance, je pense bien que dans cette sélection des Mess Faye, on peut avoir 3 bonnes équipes et d'éléphants. Qui peuvent sortir de cette sélection. Oh, les Ivoiriens, c'est pas trop prétentieux, ça. Le chauvinisme dans tout ça. Je suis Ivoirien, malheureusement. Alors justement, Daouda, avec vous, pensez-vous qu'on gagne ce match et quel sera peut-être nos atouts, puisqu'on a à l'heure qui n'est pas présent et certains aussi. Je pense que avec pour une douleur à la hanche. Voilà. On a un match qu'on a joué dernièrement, et je pense qu'il n'était pas là, mais les enfants se sont bien sortis. Je pense qu'on est parti déjà avec, on a joué contre eux déjà une fois. Pour moi, je n'ai aucune crainte. Cette équipe va gagner. Mais ce sur quoi je vais m'apaisantir, c'est le choix du stade de San Pedro. Laurent, beaucoup de Les éléphants viennent de marquer très cher. Bravo, on va applaudir. Bravo. Merci de nous donner le nom du buteur. Daouda, allez-y. C'est que pendant que je prends la parole, j'apporte la chance. C'est très important. Mais il était important pour moi de parler du stade de San Pedro. Parce que vous vous rappelez, lorsque les éléphants ont perdu 4-0 au stade olympique d'Ebempe, ils ont fait le périple pour gagner, revenir en Côte d'Ivoire. de Pépé, je crois. Nicolas Pépé, tout à fait. Bravo. Voilà, bravo à Pépé. Bravo à Pépé. Donc, ils ont fait le périple de pratiquement tous les stades, à part Korogo et San Pedro. Oui. Donc, reparti à San Pedro pour aller renouer avec le public de San Pedro, rejouer le match là-bas. J'estime que ce n'est que justice pour les populations de San Pedro. Parce que Boaké a vibré avec la fameuse... Et vous étiez à Boaké, justement, Daouda. J'ai pleuré à Boaké, oh là là. de joie surtout. Parce que ce match contre le Mali,
on pouvait perdre tous les matchs du monde, sauf le match contre le Mali. Et j'ai adoré ce moment. J'ai aimé ce moment. Le moment était jouissif. Là, maintenant, vous avez un aspect politique dans cette Non, affaire. pas du tout. Ce n'est que sportif. Politique. Ce n'est que sportif, c'est rassurant. Christelle, c'est vendredi, donc on peut tout le Maintenant, après cela, quand on joue à Yamoussoukro contre les Gaindés du Sénégal, où on prend le poil du poil de la bête, c'était une véritable victoire. Et San Pedro, c'est une belle histoire. Très bien. Avant d'aller donc du côté de Marius Komoé, pour ceux qui se demandent Gaindé, c'est quoi? C'est les lions de la Teranga. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude un peu de se faire appeler par le nom d'animaux, des noms d'animaux. Ça nous plaît un peu. Nous, ce sont généralement les emblèmes. Nous, en Côte d'Ivoire, ce sont les éléphants. Marius Komoé, il y a eu quand même des délégations, des personnes qui ont quitté Abidjan pour dire on ne peut pas rater ça. C'est toujours la fête et la cohésion que ramènent des matchs autour des éléphants. Oui, quand les éléphants jouent bien et gagnent régulièrement leur match, eh bien, les Ivoiriens sont plus que mobilisés autour de leur équipe. Et donc, ne soyons pas encore une fois surpris de voir les férus du football se déplacer en masse. Des personnes partir en week-end en même temps. Oui, bien sûr, c'est le week-end. Ouais. Disons, San Pedro est une ville touristique, une ville balnéaire qui offre des sites touristiques et non des moindres. Les Ivoiriens en profiteront justement. Après, déjà qu'on mène 1-0, et ne soyons pas surpris qu'avec cette autre équipe formée par Faye et Mers, qui n'ambitionne pas du tout désigner sur les moyens pour se qualifier au travers de cette fenêtre, cette rencontre avec la Sierra Leone pour la CAN en 2025. Et donc, ne soyons pas surpris que les éléphants remportent cette compétition, cette confrontation avec les Sierra Leonais par 4-0. Non, je ne dirais pas 4-0, doucement, mais par un score assez quand même impressionnant. Très bien. Élisée Boloube, lorsqu'on a une attaque qui crache le feu aussitôt dans une telle confrontation, on peut être rassuré. Oui, aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître. Je dis le bémol, c'est la blessure de Haller qui ne lui permet qui ne lui permet pas d'être présent. Mais on a déjà du beau monde sur le front de l'attaque. Il y a Amad Diallo aussi qui est victime d'un virus. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je dis qu'on a du beau monde quand même sur le front de l'attaque. Et aujourd'hui, quand même, du beau monde qui est très en forme, qui en tout cas sur l'échiquier international, se positionne très bien. Quand vous voyez aujourd'hui ce que Nicolas Pepe fait avec Villarreal, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a des mois en arrière, vous nous direz que Nicolas Pepe aura cette forme que peu auraient parié. En tout cas, aujourd'hui, il est devenu l'homme incontournable. Je veux dire, le fait de lance même de Villarreal, il y réalise vraiment des matchs après match, des matchs extraordinaires. Quand vous prenez aussi Crasso avec le Paris FC, qui aujourd'hui flambe. Et d'ailleurs, après nos 2 journées, il est meilleur buteur avec 3 buts. Donc, c'est dit que sur le front de l'attaque, on a quand même du beau monde. Là, aujourd'hui, on a reçu le renfort de Crespo. On a le jeune Béni qui nous a montré une très belle chose encore, Béni Traoré. Donc, pour moi, sur l'aspect offensif, il n'y a absolument rien à dire. Même sur l'aspect défensif aussi, on a Opéry qui est magistral dans son couloir. On a Ndika, bon, lui, il n'y a rien à dire. Sa Majesté. Voilà, et quand vous prenez le milieu de terrain, bon, le capitaine emblématique Kessié, quand même, il règne en maître. Comme un bon lion, comme un bon éléphant dans la forêt qui barille et que tout le monde libère la voix. Lui, c'est plutôt la panthère de Zébi Zekou. Oh, vraiment. Bon, ok. La panthère de Zébi Zekou. Ok. Donc, ça veut dire aujourd'hui que... on a, pour moi, sur le papier, déjà, on a les faveurs des pronostics, mais aussi... Sur, je dis, l'état de forme actuellement des joueurs, je pense qu'on a tout pour pouvoir avoir le gain du match. Et comme le disait MS Faye, il veut se qualifier vraiment après les 4 premières journées, c'est-à-dire après la journée d'aujourd'hui et celle du mardi prochain. Il veut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il ne veut plus parler encore de qualification, parce que pour lui, ça sera déjà un acquis. On va maintenant se préparer vraiment pour le Mondial 2026. Très bien. Élisée, on a aussi un jeune qu'on va suivre de près, le jeune Bédi, qui est un local, qui a rejoint la sélection. Voilà, donc ça, je pense que c'est l'une des belles notes, en tout cas, de la sélection qui actuellement joue face à la Sierra Leone. Le jeune Bédi qui joue au FC San Pedro. Et c'est vrai qu'il a fait quand même quelques tournées dans le pays arabe et tout ça. Et puis, son public. Et aujourd'hui, il est revenu. Mais c'est quand même après les 4 journées de championnat, il est en tête des buteurs. C'est un très bon attaquant.
c'est un excellent, il est très adroit devant les buts. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être, on verra si Faye MS lui donne sa chance au moins quelques minutes pour qu'il nous montre ce qu'il sait faire sur le front de l'attaque. Mais je pense qu'on a vraiment du beau monde. Et ça, c'est réconfortant. C'est un message qu'on envoie aux joueurs locaux pour leur dire qu'ils ne sont pas bannis de la sélection. Si vous travaillez, voilà, si vous travaillez, que vous avez de très belles performances, il n'y a pas de raison que les portes de la sélection ne vous soient fermées. Voilà, donc il faut continuer à cravacher, à bêcher, et puis avec vraiment les efforts qu'on va fournir. Très bien. Alors, on fait juste un petit tour de table. On part au pronostic, Herman, avec un pronostic rempli d'humilité aussi quand même, Herman. Oui, mais avec mon humilité, je pense qu'on peut aller à 6-0 aujourd'hui. D'accord. Élisée Boloubeu. Bon, OK. Moi, je veux quand même qu'on fasse le plein de buts, mais je pense que si on va autour de 4-0, pour moi, c'est bon. 4-0. Ouais. Marius Komoé. J'opte pour 3-0. 3-0. Vous êtes un peu plus modeste. Ouais, il faut être un peu. Daouda, humble ou pas humble? Très humble. Comme je connais mon équipe, je penche pour 3-1. Vous pensez qu'il y aura un but? Je pense qu'ils vont prendre un but. Daouda, ils vont relâcher, oui. Comme ça, bien le faire. Cette prophétie ne marchera pas. Ça, c'était avant. Ça, c'était la trêve de chauvinisme. Merci beaucoup. Messieurs, trêve, s'il vous plaît. Justement, parlons de trêve. On va parler de la trêve sociale. Alors, les syndicats et le gouvernement se sont accordés hier à la primature, justement, sur les sujets clés qui cristallisent l'attention des fonctionnaires. À cet effet, il y a même eu l'installation d'un comité consultatif. Daouda, quelques détails avec vous. Effectivement, ce jeudi 10 octobre, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Mme Anne-Désirée Ouloto, a effectivement procédé à l'installation et au lancement des activités du comité consultatif de la fonction publique. Donc, en gros, ce comité aura pour mission de traiter des questions d'ordre général concernant les fonctionnaires, des sujets clés tels que la grille salariale, équilibrer les revendications autour de la prime. Je pense que ce débat-là fait rage un peu partout. Donc, ce comité, en gros, il s'inspire en fait du cadre du dialogue qui avait été signé, si vous vous rappelez bien, sous Amadou Gon Coulibaly, le 17 août 2017. Et entre autres, l'une des recommandations de ce dialogue-là, en fait, c'était de mettre en place un comité consultatif. Aujourd'hui, c'est fait. Et je pense que grâce à ce comité consultatif-là, les retombées de cette trêve-là sont aujourd'hui palpable, j'ai même envie de dire, c'est sonnant et trébuchant, dans la mesure où il y a des acquis. Et ces acquis-là, on peut parler de la prime exceptionnelle de fin d'année, que les fonctionnaires ont appelée la prime ado. Il y a eu la revalorisation de l'indemnité de transport, de logement et beaucoup d'autres choses qui se sont ajoutées, même les allocations au niveau familial. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que ce comité a été mis en place, de sorte à anticiper. Quand on sait que diriger, c'est prévoir, diriger, c'est s'adapter, diriger, c'est... Donc, pour éviter les grèves en un point fini, au lieu d'aller à l'affrontement ou à s'entrechoquer, il est mieux de discuter d'abord. Trouver des mesures palliatives et après aller au fur et à mesure. Et justement, il était présent à ces discussions-là. Il s'agit de M. Théodore Zadi Nyanya, président de la Confédération syndicale Plateforme nationale des organisations de Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Zadi. Bonsoir. Alors, vous étiez présent à cette rencontre-là. Pouvons-nous avoir la teneur principale des discussions? Je vous remercie. Mon plaisir. Cette rencontre avait pour objet de mettre en place le comité consultatif de la fonction publique. C'est un organe important dans les discussions qui vont avoir lieu, mais dans l'architecture de la trêve sociale. Vous vous souvenez qu'en 2022, la trêve sociale a été signée. Au-delà de l'argent, il y avait également des organes qui devaient être mis en place pour consolider le dialogue social. À la base, il y avait les comités sectoriels de discussion. Et au sommet, on devait avoir le comité consultatif de la fonction publique et le comité de suivi de la trêve sociale à la primature. Donc hier, il s'est agi de mettre en place cet organe important, je dirais un des maillons essentiels du dialogue social. Et donc hier, les 16 membres du comité consultatif ont été présentés. Il s'agit de 8 membres venant de l'administration. Et ce comité est présidé par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Et 8 membres venant des organisations syndicales, principalement des signataires de la trêve sociale. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. C'est une cérémonie officielle
qui lance les activités de ce comité consultatif dont la mission est de traiter toutes les questions à caractère financier Alors, qui sont posées par les syndicalistes. Voilà. Êtes-vous donc rassuré de ce que vos préoccupations seront prises en compte avec ce comité et donc on n'aura pas de grève, on n'aura pas de challenge entre vous? Oh, je ne peux pas aller à ce stade, mais ce que je puis dire, c'est qu'en tant qu'acteurs du dialogue social, nous sommes demandeurs des cadres de discussion. Et pour nous, ce cadre-là, il devait être mis en place depuis 2 ans en arrière. Il a été un peu en retard, mais le plus important, c'est qu'il est là. Et il va permettre de régler des préoccupations comme la question de la prime, qui est, je dirais, sur tous les préavis de grève qui ont été déposés sur la table du ministre de la fonction publique. Ce comité va également regarder les questions de la grille salariale. Vous savez que la grille salariale que nous avons est une grille qui a été mise en place depuis 1960. Oui. Et à cette époque-là, la retraite se faisait à 55 ans ou après 30 ans de service. Donc aujourd'hui, nous allons à la retraite à 60 ans ou 65 ans. Donc la grille est dépassée, il faut la mettre au goût du jour. Donc cette question-là sera également abordée. Et comme je l'ai dit, la question principale aujourd'hui, c'est que des fonctionnaires qui n'ont pas de prime, contrairement à d'autres, réclament que justice soit faite et qu'ils aient des primes. Donc nous pensons que nous sommes rassurés que ce comité-là va traiter de ces questions et comme nous l'avons réussi hier, va aujourd'hui encore réussir à apporter des réponses favorables aux préoccupations des travailleurs, notamment des fonctionnaires. Parce que sa mission première, c'est de donner des avis, faire des recommandations au gouvernement pour qu'il prenne des décisions. Ce n'est pas un comité qui décide, mais il traite les questions et les transmet au gouvernement pour prise de décision. Quelles sont donc les prochaines étapes? Oui. Les prochaines étapes, c'est que dès la semaine prochaine, ce comité va commencer ses travaux et va donc mettre en place son chronogramme de travail et les thématiques qui vont faire l'objet de traitement pour l'année 2024-2025, notamment la question de la grille, la question de primes, la question de l'indice référentiel de base et bien d'autres questions qui pourraient être soumises par les syndicats. Donc la semaine prochaine, ce comité va commencer à travailler. Et dans 1 mois maximum, nous ferons la première évaluation dans 1 mois. Pour voir voilà, les avancées qu'il y a eu. On pourra rendre compte quotidiennement ou chaque fois que nécessaire à l'opinion nationale pour voir les avancées du travail de ce comité. Très bien. Si vous aviez un mot à donner aux fonctionnaires maintenant, que serait-il pour terminer cet entretien? Ce que je voudrais dire, c'est que nous pensons que le dialogue social est productif et qu'il permettra, nous en sommes convaincus, d'apporter des réponses aux préoccupations qui sont soulevées aujourd'hui. Nous sommes encore rassurés parce que les acteurs importants du monde syndical sont présents dans ce comité. Nous leur demandons de nous faire confiance, comme ils l'ont fait hier, parce que nous serons là pour défendre leurs intérêts et faire en sorte que les préoccupations qui sont posées trouvent des solutions. Donc j'appelle à la sérénité, au calme et à la confiance de l'ensemble des travailleurs et notamment des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et de croire en ce comité parce que je suis convaincu que dans 1 mois déjà, ils auront quelques réponses. Et vous les rassurez que tous les acteurs prépondérants ont pris part à cette rencontre-là? Tous les acteurs prépondérants sont dans le comité et mieux, du côté du gouvernement, le vice-président de ce comité, c'est le ministre des Finances. Et les 2 grands directeurs de l'économie ivoirienne, le directeur du budget, celui de la solde, sont présents dans ce comité. Très bien. Tout cela montre bien que c'est un comité sérieux qui va, n'est-ce pas, apporter des réponses aux préoccupations à caractère financier des travailleurs et notamment des fonctionnaires. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Théodore Zadi-Ngagna. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération syndicale, la plateforme nationale des organisations de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Excellent week-end. Merci à vous. Herman Aboua, lorsqu'on écoute Zadi-Ngagna qui rassure in fine les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et qui donne un peu le point, l'importance du comité, l'intérêt de sa mise en place, quel est votre postulat? Comment est-ce que vous l'abordez? Moi, je pense qu'une des grandes réussites du président Alassane Ouattara, c'est d'avoir pu, je pense, calmer toutes les organisations syndicales, au niveau de la fonction publique notamment. Je dis ça parce que, vous savez, la trêve sociale depuis 2022, avant cela, 2017, en 2017, oui. la première, il a pu obtenir
de ces organisations-là, syndicales, qui sont très actives d'ordinaire, il a pu les calmer et il a pu encore obtenir une relance. Et aujourd'hui, ils ont même attendu, enfin ces organisations ont même attendu que ça soit 2 ans après qu'on revienne sur un organe qui avait aidé. Moi, je pense que c'est à mettre à son actif. Et on constate tout de même que ce n'est pas seulement des promesses qu'il a faites dans le vent. Puisqu'il y a quand même, aujourd'hui, les fonctionnaires, ils ont eu un gain de cause sur certains combats. C'est vrai que tout n'a pas été parfait. Mais moi, ce qui me surprend, il a dit lui-même, hein, le responsable qu'on a écouté, c'est qu'on est à la veille d'un préavis, d'une annonce de grève par des enseignants du secondaire. Oui. C'est la question même que je voulais lui poser. Est-ce qu'aujourd'hui, ce comité consultatif qui a été mis en place va pouvoir faire reculer les enseignants du secondaire? Parce que nous qui avons les enfants qui sont dans les écoles... tous les soirs, quand nos enfants arrivent, leur professeur leur dit que à telle période, ils vont faire la grève. Est-ce que ça pourra calmer? Et puis pourquoi est-ce que, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des préavis de grève qui sont déposés à la table du gouvernement, c'est pour cela qu'on tient... Ce comité consultatif? Ce comité qui aurait pu être installé 2 ans en arrière, lui-même, il a dit. Donc, voici des questions. Mais moi, je dis au-delà de tout cela. Tout terminé. Même si il y a cette trêve et que les enseignants, aujourd'hui, sont quand même dans un élan avec le gouvernement pour accompagner le gouvernement à calmer le jeu, il faudrait bien que les acquis de leur lutte, c'est-à-dire que notamment l'augmentation des salaires, on a vu le tiers du 13e mois qu'on leur accorde, tout cela, est-ce que lorsqu'ils réussissent à tenir avec leurs salaires, qui sont même augmentés vis-à-vis du poids de la vie qui est chère? Parce qu'après, quand on fait les balances, je ne crois pas que si on a eu 10 000 francs et que les dépenses qui s'ajoutent sont à 30 000 francs, on a gagné quelque chose. Alors justement, Élisée Boloube, est-ce que le fait que le président de la Confédération syndicale, M. Zadine Nganga, nous rassure que toutes les plateformes syndicales qui ont participé donc depuis lors à la trêve sociale ont signé cette rencontre et font partie justement du comité consultatif, est-ce que cela pourrait nous rassurer à ce que nous n'ayons pas de grève au niveau même du secondaire? Élisée Boloube, et in fine, votre postulat sur la mise en place de ce comité. Ok, je pense quand même que Zadine Nganga, pour ce qu'il représente, je veux dire, dans ce comité, ou du moins pour l'avènement de la trêve sociale, pour ce qu'il a fait, venir tenir de tels propos, je crois quand même que c'est des propos qu'on doit pouvoir prendre en compte. Tout à fait. Voilà, c'est des propos qu'on doit pouvoir prendre en compte. Et quand on regarde aussi la composition même de ce comité consultatif, mais quand on voit même les travaux qui ont abouti à cette trêve, et depuis lors, tous ces échanges, ces discussions qui ont lieu, je pense quand même qu'on a affaire à des personnes responsables au sein de ce comité qui ne vont pas lancer des paroles en l'air juste pour faire plaisir. Voilà, moi je voudrais en tout cas saluer l'initiative de la mise en place de ce comité, mais surtout même de la trêve sociale. Pour moi, c'est quelque chose de lumineux et de génial qui a été réalisé aussi bien par le pouvoir en place que les centrales syndicales, que les syndicats de la fonction publique. Pour moi même, c'est un modèle qui doit servir, même qui doit faire cas d'école, franchement. C'est-à-dire? Mais quand on regarde un peu comment aujourd'hui, vous pouvez voir l'actualité au niveau international, que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays africains, comment la question cruciale de la vie chère est tellement au centre des préoccupations qu'on a affaire régulièrement à des protestations, à des manifestations. Les pays, que ce soit en Occident même, on le voit. Là même, on nous parle de l'augmentation bientôt même du carburant en France. On voit déjà des grincements de dents. Il y a tellement je veux dire aujourd'hui, de faits qui amènent les travailleurs à se révolter, à se rebeller, à revendiquer. Le gouvernement montre la voie à suivre. Oui, cela? Donc quand on arrive à trouver une plateforme où on peut poser nos revendications, où on peut s'écouter et on peut ensemble trouver des solutions pour avancer, moi je trouve que c'est une idée lumineuse. Et ça, je voudrais vraiment saluer non seulement les pouvoirs publics, mais également les centrales syndicales, parce qu'elles pouvaient rester en marge. Elles pouvaient s'opposer à toute forme de discussion, elles pouvaient rester dans une fermeté, mais elles ont compris. Parce que là, in fine, je dis, à la fin, ce qu'on recherche, c'est qu'on puisse avancer. Et ça, je pense que voici une très bonne voie, un cadre qui a été ouvert, et ce cadre-là aujourd'hui donne des fruits. Il y a déjà des acquis.
Et c'est là que je rebondis un peu sur ce qu'Eman a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Quand on regarde le niveau de vie et maintenir une grille qui date pas de 1960 à ce jour, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, ce n'est pas rationnel. Il y a quelque chose à faire. Mais déjà, il y a des efforts qui ont commencé. Avec tout ce qu'on a vu comme révalorisation au niveau salarial, la prime du mois de janvier qui est venue, et la révalorisation de la prime de transport et autres, tout ça. Et ce qu'il vient de dire tout à l'heure, M. Zadi Nyanya, ça réconforte. À savoir que ce comité est constitué du ministre du Budget et des Finances, du directeur général du Trésor, donc du les directeur questions général financières sont voilà. traitées. Et aujourd'hui, on sait ce qui a conduit à des préavis, c'est la question des primes. Tout à fait. Et on vous dit que c'est l'une des questions cruciales sur laquelle d'ailleurs va travailler ce comité. Donc pour moi, c'est des choses qui augure d'un lendemain qui soit vraiment intéressant. Et on ne peut que souhaiter que les travaux se passent dans une atmosphère sereine et qu'éventuellement on puisse avoir des fruits qui apaisent tout le monde et qui mettent tout le monde d'accord. Alors le président de la Confédération, Maurice Komoi, a parlé donc d'un retour à l'information dans un mois. Le temps donc assurément de faire les différentes rencontres. Pour vous, de voir un cadre pareil, consultatif, avec le gouvernement et des hauts responsables justement qui sont outillés en la matière, et les centrales, les plateformes syndicales qui arrivent à trouver un cadre de discussion. Vous, en tant que défenseur des droits des consommateurs, êtes-vous un homme satisfait aujourd'hui de la démarche, Maurice Komoi? Si nous nous accordons à dire qu'un fonctionnaire nourrit au moins 10 consommateurs à travers justement la rémunération que lui donne l'État, on peut tout de suite applaudir de nos 10 doigts en étant satisfait, parce que ce qu'une organisation syndicale vise, c'est que les revendications qu'elle porte de ses syndiqués soient entendues par les décideurs. Eh bien, tout ce que nous recherchons, c'est les cadres de discussion. Toutefois que les cadres de discussion s'offrent, il n'y aura pas de grève. C'est parce qu'il n'y a pas de cadre de discussion. Très souvent, les décideurs sont arc-boutés dans leur position, ils ferment leur bureau, ils ne discutent pas avec les syndicats aussi. Mais les syndicats cherchent naturellement l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs syndiqués et d'eux-mêmes, parce qu'ils sont certes porteurs des mécontentements, des angoisses, des peines, des souffrances, des syndiqués, mais ils n'en demeurent pas moins qu'eux-mêmes subissent en tant que leaders les mêmes situations. C'est d'ailleurs ce pourquoi ils créent les syndicats. Quand vous prenez, depuis 2017, vous prenez l'UGTCI, vous prenez la centrale syndicale Dignité, vous prenez la centrale Humanisme, vous prenez celle de M. Zadi Nyanya. Mais toutes ces centrales syndicales sont dans une trêve sociale avec le gouvernement. C'est au mérite du gouvernement et surtout de la ministre de la fonction publique. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça dans ce pays. On a connu des grèves terribles au niveau de la fonction publique. C'est la première fois qu'on assiste à un comité consultatif qui rassemble les différentes parties. Un comité consultatif de la fonction publique avec une trêve sociale qui dure, qui date depuis 2017. Et donc depuis 7 ans, il y a une trêve sociale, il n'y a plus de grève véritable. Tout se passe sur la table de discussion. Et ce comité vient renforcer les centrales syndicales dans leur position. C'est le même cas avec les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs. Hier, nous avions énormément de problèmes pour discuter avec les pouvoirs publics. Mais depuis l'avènement de M. Jean-Luc Billon, ensuite M. Souleymane Diarra-Souba, à l'époque, il était ministre du Commerce. Il a été ministre du Commerce. Mais avec M. Jean-Luc Billon, qui a posé les premières bases, M. Souleymane Diarra-Souba, qui est venu renforcer ces bases, désormais, pour un oui, pour un non, nous sommes à la table de discussion. Donc souvent, il y a des décisions qui sont prises pour lesquelles nous ne réagissons pas parce que nous sommes au cœur du débat. Et tant que vous êtes associés, vous ne pouvez pas aller dehors pour vous plaindre. Parce que même si vous prenez la rue, vous reviendrez toutefois et après la rue sur la table de discussion. Et donc, tant que l'État nous propose la table de discussion, eh bien, les organisations de défense et de protection, qu'elles soient des travailleurs ou même de la société, en un mot, de la société civile, iront toujours à la table de discussion. Ça ne fait aucunement plaisir à aucun leader de la société civile de se transformer en adversaire. On n'est pas des adversaires des pouvoirs publics. Nous sommes des partenaires des pouvoirs publics. Et donc, nous portons à la connaissance des décideurs les mécontentements, les angoisses et les peines des populations. Il revient aux partis politiques d'opposition de proposer justement ce qu'elles ont à proposer pour nous permettre justement de faire d'autres choix.
Et ça, je l'ai dit pour quelqu'un. Merci beaucoup, Marius. Daouda Coulibaly. Le point de Marius est très important. Depuis 2017, on n'assiste pas à une grève en Côte d'Ivoire parce qu'il y a donc cette stratégie-là qui a été mise sur pied. Comment est-ce que le gouvernement s'y est pris? Parce qu'on a vu, il y a plusieurs gouvernements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Quelle a été l'approche justement de ce gouvernement vis-à-vis des centrales syndicales, à l'effet qu'elles écoutent et qu'elles acceptent donc d'aller à la trêve? Daouda? Bon, déjà, je vais rebondir sur les propos de Marius Koumoui qui dit que c'est parce qu'il n'y a pas de cadre de discussion. Oui, effectivement, ce n'est pas faux parce que, rappelez-vous, nous étions il y a 10 ans en arrière, on a entendu dans ce pays-là dire aux fonctionnaires qu'on n'augmentera pas un centime sur leur salaire. Or, Élisée le disait tout à l'heure, depuis 1960, la grille salariale des fonctionnaires n'a pas véritablement bougé. Donc, vous comprenez qu'arrivé à un certain moment, quand on sort de la crise de 2011 jusqu'à ce qu'on arrive à 2017, la Côte d'Ivoire était en reconstruction. Donc, en ce moment-là, est-ce que vous pensez que véritablement l'heure était à faire des grèves au lieu de construire? Je pense que c'est dans ce cadre-là que le gouvernement, à un certain moment, dit aux fêtières syndicales pour dire véritablement, il est temps qu'on s'asseye pour discuter. Parce que, quel que soit ce que vous allez faire, à l'impossible, nul n'est tenu. Et si à l'impossible, nul n'est tenu, il faut qu'on puisse discuter. Mais on vous fait la promesse qu'à telle période, on fera des efforts significatifs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que diriger, c'est prévoir, c'est s'adapter. Mais c'est aussi agir avec détermination. Et je pense qu'en lançant cette initiative-là, la ministre de la fonction publique et par ailleurs peut-être le président démontrent leur volonté manifeste d'améliorer le président de la République, d'améliorer durablement les conditions de travail des agents de l'État et des fonctionnaires. Et pour chuter sur la question, je veux dire qu'il y a une vision stratégique parce que faire participer les gens pendant les discussions, c'est très important. Parce que quand on veut lancer une réforme, parce que tout ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi. Or, tu veux lancer une réforme, il faut pouvoir discuter avec ces syndicalistes-là, de sorte à ce qu'on puisse trouver des solutions concertées. Et je pense que c'est à la suite de ces nombreuses solutions concertées-là que des réformes manifestes ont vu le jour de l'administration publique pour faire de cette administration-là une administration publique de qualité, de célérité et qui fait bon. Bien de voir en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors Herman, au-delà de votre point, du point que vous allez porter, quels sont les acquis justement avant d'en arriver à ce comité consultatif? Quels sont les acquis obtenus, un ou deux, et votre point? Et on termine. Je pense que le tiers du 13e mois, c'est un acquis. Aujourd'hui, plus ou moins... les indemnités des salaires, de transport, logement. De transport. Bon, ça, je ne suis pas fonctionnaire, donc je ne maîtrise pas trop ces aspects, mais je sais que dans tous les cas, si les fonctionnaires sont en étroite collaboration avec le gouvernement, c'est que forcément, ils perçoivent des choses. Ce que moi, je voudrais dire, ce qui est, je peux dire, un peu flagrant, peut-être que je vais me faire passer pour le porte-voix d'autres secteurs dans la fonction publique. Vous savez bien qu'au niveau des primes, tous les fonctionnaires de l'État ne sont pas alignés à la même prime, ou bien même il y a certains secteurs au niveau de la fonction publique qui n'ont même pas de prime. Or, qu'on soit fonctionnaire au niveau du Trésor ou des impôts, ou bien dans les grandes régies financières, qu'on soit fonctionnaire en train d'enseigner les enfants et autres, c'est la même débauche d'énergie. Et on ne peut pas comprendre que les primes là, je pense que ça c'est une préoccupation. Je pense que c'est tout cela que certains fonctionnaires regardent, les médecins et autres, tout cela regarde pour dire, mais vous partez par exemple au niveau des régies, il y a certains, les fonctionnaires, souvent tous les 3 mois, ceux qui sont les plus petits en termes de salaire, on va terminer, ils se retrouvent à 1 200 000 tous les 3 mois, pendant que les fonctionnaires qui sont des enseignants et autres, ils n'ont aucune prime. Pendant ce temps, ils se bouffent la craie tout le long de l'année. Donc cette question-là, j'espère que ce cadre de concertation-là va pouvoir élucider, va pouvoir discuter sereinement sur ces questions-là. Je pense que ce sont des questions de justice. Je voulais faire une petite précision. Le président l'a dit, ça va faire partie justement de l'agenda. Parce que la vérité, ce que tu dis, c'est un point qui est tellement important, la question des primes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont parlé de la grille salariale basée sur l'indice. Parce qu'en même temps que tu parles des enseignants... équilibré. Voilà. Parce que l'indice des enseignants
n'est pas le même que l'indice celui des des autres, administratifs. bien sûr. Non, du tout. Voilà. Très bien. Un enseignant, un instituteur a pratiquement le même salaire que quelqu'un qui est de catégorie A4, un administrateur. Donc, il faut pouvoir équilibrer tout ça. Donc, ton point s'entend effectivement. Et c'est tout ceci qui sera donc à l'agenda des différentes discussions du comité consultatif, à qui on souhaite en tout cas bon vent, parce que cela pourra servir de poids et de fondation à une paix sociale en Côte d'Ivoire. Voilà, on va dire une paix sociale in fine en Côte d'Ivoire stabilisée. Messieurs, parlons maintenant de ce qui se passe au PDCI. Alors, mécontente de ces sorties, l'Union des enseignants du préscolaire et du primaire interpelle Jean-Louis Billon, candidat annoncé, et l'invite à cesser toutes ses activités. Alors, que reproche-t-on concrètement à Jean-Louis Billon? Élisée Boloubeur, on va faire avec vous le point et votre postulat. Ben, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, il est reproché au président Jean-Louis Billon, par cette union-là, d'aller à l'encontre de la paix sociale. En faisant quoi? La paix au sein du parti. Et ils estiment que ces prises de position ou aujourd'hui les activités qu'ils mènent vont à l'encontre. Voilà. Et je lui ai dit de l'unité au sein du parti et ils veulent condamner ça. Voici un peu ce qu'ils le reprochent. Mais moi, je veux qu'on parte un peu au-delà de juste la dénonciation. Mais même ceux qui dénoncent. Mais pourquoi dénoncent-ils? Qu'est-ce qui gêne selon eux, Élisée Boloubeur? Selon eux, il y a une ligne directrice aujourd'hui qui est donnée par le président du parti qui est Thiam. Et ils estiment aujourd'hui que le fait que le président Jean-Louis Billon, chaque fois à ses sorties, martèle qu'il est candidat, tient un certain nombre de propos, sa tendance, selon eux, à créer une certaine scission au sein du parti. Or, aujourd'hui, ils ont besoin d'une certaine unité pour aller vers 2025. Très bien. Voilà un peu ce qu'ils le reprochent. Maintenant, comme je dis, au-delà de leurs revendications, je veux même m'apaisantir un peu sur ceux même qui font la revendication. Oui. Union des enseignants du préscolaire et primaire militants du PDCI RDA. Oui. Bon, quand je finis de dire ça, moi, je leur pose la question, est-ce qu'eux-mêmes, là, quand ils disent un tel nom, ça sonne bien dans leur oreille? Où est-ce que vous voulez en venir, Élisée Boloubeur? Mais je veux en venir au fait que, pour moi, les histoires de union des enseignants dans les partis politiques, là, franchement, je pense que c'est plus qu'une absurdité. Parce que, pour moi, la question relative à tout ce qui est enseignement, à tout ce qui est sport, doit être départie de tout ce qui est politique. Que ce soit tout parti politique confondu, que ce soit PPACI, que ce soit RHDP, que ce soit PDCI, la question de union des enseignants de tel parti, union des enseignants de tel parti, pour moi, c'est très absurde. S'il vous plaît, restez militant, mais enlevez affaire d'enseignants là-dedans. Parce que l'école n'a pas de parti, l'école n'a pas de coloration politique. L'école n'a pas de coloration politique. L'école, c'est ce qui nous reste comme patrimoine quand on a fini d'être partisan. Donc, on ne peut pas revenir encore dans l'école pour dire qu'on est enseignant du RHDP, on est enseignant du PPACI, on est enseignant du RDN. Non, vous êtes militant, vous êtes militant. Militez comme il faut, comme vous voulez. De la même manière, nous, on a fusillé ici le fait qu'on ait des syndicats d'étudiants qui s'inféodent dans des partis politiques. On ne peut pas admettre aussi que des enseignants viennent revendiquer le fait d'être militants et d'être militants d'un parti. Ça, franchement, je trouve que c'est absurde. Et pour moi, j'invite même nos députés à légiférer là-dessus. Plus d'enseignants de partis politiques. Vous êtes militant, mais les histoires de on est enseignant du PPAC, on est enseignant du RHDP, on est enseignant du RH, ça, il faut vraiment que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Alors justement, Daouda, au-delà du point de l'Union des enseignants du primaire et du préscolaire qui demande à Jean-Louis Billon d'arrêter ses activités, de ne plus faire de meetings, enfin de rencontres, annoncer qu'il est candidat, est-ce que le point d'Élysée, selon vous, est apporté? J'ai envie d'aller plus loin dans l'histoire. Allez-y, Daouda. Parce que dans ce pays-là, on a souffert sous le règne des enseignants. C'est-à-dire? Oui. Dans les années 90... Qu'est-ce que les enseignants ont eu à faire? Des années 90 jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, on avait des enseignants qui étaient avec nous. Mais pendant les cours, oui, on voyait des enseignants parler de revendications politiques en classe. Est-ce que c'est le lieu? Parce qu'il est important de dire quelque chose qui est très important. Les militaires, est-ce que vous savez que dans les camps militaires, on vote? Mais est-ce qu'une fois vous avez vu un militaire dire « je suis de tel parti, je suis de X parti », parce que l'armée doit rester républicaine. Pour ma part, les enseignants, comme Élisée l'a dit, chacun n'a qu'à rester à sa place. Parce qu'au même moment qu'on veut démanteler la FESI, il faut pouvoir démanteler tous ces syndicats. Pour vous, ça a un lien, Daouda? Mais bien sûr. Mais parce que ce qu'on ne vous dit pas,
quand on va le dire, après ça va être interprété. Mais en son temps, le pouvoir, le FPI, mais quel système le FPI s'est basé? C'est sur les enseignants, dans les lycées et collèges, à l'université, pour pouvoir changer le mindset des élèves et étudiants qui, demain ou après-demain, allaient voter forcément. Et le RAGP aujourd'hui, hier RDR, avait vu cela. Eux aussi, ils avaient commencé à créer un groupe d'enseignants qu'ils appelaient, c'est pas les enseignants du RDR en son temps, pour contrecarrer ce mouvement-là. Donc les corps de métier devraient être loin de la politique. Vraiment, ils doivent être loin de la politique. Ça, c'est le premier point. Je vais finir ça rapidement. Le deuxième point, franchement, ce n'est pas la prérogative des enseignants de calmer l'ardeur de Jean-Louis Billon. Que Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, prenne ses responsabilités pour aller discuter avec son frère Billon, pour discuter de sorte à ce qu'il puisse trouver un point d'accord pour qu'il puisse aller sereinement à l'élection de 2025. Est-ce qu'il n'est pas légitime pour Jean-Louis Billon de dire que je vais être président? Du vivant d'Henri Konan Bédié, il avait dit que je serais candidat. Donc si aujourd'hui vous voyez ces mouvements... Mais après on a vu un peu la démarche qu'il a eu à faire vis-à-vis donc de l'ancien président du parti. Oui, n'empêche. Mais est-ce que ce n'est pas légitime pour lui? Je pense que si le PDCI veut véritablement éteindre cette flamme, cette volonté de Jean-Louis Billon d'aller à l'élection présidentielle 2025, qu'ils organisent clairement, comme ils l'ont dit en son temps, lors de la conférence de presse de Soumaïla Bredoumi, la convention, et puis c'est fini. On fait signer une charte à Jean-Louis Billon, une charte à Tidiane Thiam, de sorte à ce qu'on dise, celui qui gagne la convention, l'autre doit pouvoir le soutenir. Moi, c'est ça. Nous, les enseignants, qui nous libèrent, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je voudrais rassurer nos différents téléspectateurs. Ce sujet reviendra en seconde partie de ce temps d'antenne, parce qu'on ne peut pas finir avec cela. Vous avez eu le point d'Élysée et de Daouda. En seconde partie, on écoutera Herman et Marius Komoé. Restez à notre compagnie. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. C'est le Grand Talk. Nos amis sont toujours présents, Herman, Élysée, Marius et Daouda. Et on rappelle également que les éléphants de Côte d'Ivoire jouent en ce moment même à San Pedro contre la Sierra Leone. Pour l'instant, le score est de 1 partout. En rappelant que nous avons raté un penalty qui était par le capitaine. Mais bon, le match n'est pas encore terminé, il ne faut pas être découragé. On sait que c'est une équipe en face aussi. Hein. Mais on prie que nous ayons la victoire finale. Messieurs, revenons à notre sujet. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, encore une fois, bienvenue. Nous étions, avant d'aller au journal avec Arrête Dablé, sur le sujet justement des enseignants, de l'Union des enseignants du préscolaire et primaire, militants du PDCI-RDA, qui dans une note ont demandé au président Jean-Louis Billon d'arrêter donc de faire des actions qui pourraient amener une scission, une division au sein du parti. Marius Komoé, quelques mots choisis pour vous afin que vous puissiez réagir. Ils disent, et je cite, « Nous rappelons que la date de la campagne pour la convention n'est pas encore ouverte. Et toute démarche ou action allant dans le sens d'une quelconque campagne est nuisible pour le parti. S'attaquer au président du parti, l'invectiver, se répandre à coups d'interviews dans les journaux perturbe la sérénité retrouvée du PDCI-RDA, dont les militants voient en leur actuel président une espérance réelle de ramener le parti au pouvoir. Nous condamnons avec la plus grande énergie ces faits qui éloignent des objectifs que nous nous sommes fixés. Être en campagne nuit au parti et la haute direction ne devrait pas rester silencieuse. Marius Komoé, lorsque vous entendez ces mots de l'Union des enseignants du primaire et préscolaire du PDCI-RDA qui font donc cette note-là, l'intention de M. Jean-Louis Billon, comment est-ce que vous réagissez? Élysée Boloubeu a fait un réquisitoire contre cette entité que je me refuse de qualifier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas non, je ne trouve pas ça bienséant. Qu'est-ce qui n'est pas Nous sommes dans un parti politique dans lequel vous avez différents courants. M. Jean-Louis Billon a aussi du soutien au sein du PDCI-RDA. Comme d'autres cadres du PDCI-RDA, y compris leur président, ont du soutien au sein même de l'appareil des décisions du PDCI-RDA. Mais il y a bien un président. Oui, mais jamais, jusqu'à présent, de tout ce que vous avez lu, je n'ai jamais entendu l'union en question
invectivé M. Jean-Luc Billon, le taxant d'avoir traité le président de ceci ou de cela. Ils lui interdisent le droit. Ils disent l'invectiver, se répandre à coups d'interviews dans les journaux perturbe la sérénité, Marius Komori. D'ailleurs, est-ce qu'il leur revient à eux? Quelle est leur part de responsabilité dans la gestion du parti? Ils interpellent la haute direction. Mais la haute direction est quand même là et elle sait véritablement ce qui se passe. Le PDCI a une hiérarchisation au niveau de sa sphère de décision. Et donc, il était plutôt bienséant pour eux peut-être de rencontrer leur président et de lui demander, ou du secrétariat exécutif du parti, mais une telle sortie pourrait plutôt, eux qui veulent empêcher le désordre, cette sortie pourrait plutôt engendrer le désordre. Comment cela? Dans la mesure où d'autres organisations au sein du parti pourraient aussi faire des sorties pour soutenir justement M. Billon. Et donc, il faut vraiment qu'on évite ce genre d'attitude. Bon, je ne suis pas du PDCI, je ne suis militant d'aucun parti politique. Je ne parle qu'en tant qu'observateur de la vie politique. Je dis que, pour ma part, on aurait pu nous passer d'un tel communiqué venant surtout de soi-disant enseignants. Bah, ils sont enseignants et le communiqué est bien signé. Parce que j'ai dit ils sont de soi-disant enseignants parce que l'école est laïque. Et donc les histoires de partis politiques transgressés, ils vont aller enseigner le parti politique, le PDCI et son fonctionnement à nos enfants dans leur école. En même temps, ce n'est pas une nouvelle donne. Ils ne créent rien de nouveau au PDCI. Oui, mais tous les partis politiques ont des unions d'enseignants, voilà, des corps de métiers représentés au sein des partis politiques. Mais c'est ce que nous avons dit. C'est pour ça que j'ai dit qu'Élysée a fait un réquisitoire. Il a bien dit que ces choses-là doivent disparaître. Très bien. C'est tout. Herman Dabois, sous quel postulat, justement, quel prisme vous appréciez cette action? D'abord, sur la forme, je prends pour moi tout ce qui a été dit, notamment les propos d'Élysée et ses recommandations. Je trouve inadmissible qu'il y ait ces genres d'organisations, surtout que dans les écoles, surtout que dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a des cellules de base, des comités de base, des sections, des fédérations, enfin des organisations qui sont géographiques ou dans lesquelles quelqu'un qui se sent militant d'un parti politique pourrait être très actif. Il faut annuler toutes ces sections professionnelles. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, dans la forme, j'estime que d'abord, les propos ou bien les activités d'un militant, comme d'un cadre d'un parti, Jean-Luc Billon, qui a des ambitions pour être candidat à la convention, pour être désigné candidat à la présidentielle, c'est son droit. Oui, c'est en cela qu'on parle de jeu démocratique. Et le PDCRDA, dans leur appellation, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, je pense bien que ces gens on ne devait pas pouvoir voir cela. Et puis, qu'est-ce que représente une union de corporations devant la haute sphère de décision? Ils interpellent, donc, justement. je trouve que c'est malsain. Maintenant, je voulais revenir sur des choses que je n'avais pas bien, je n'ai pas bien percuté dans ce que le développement qu'a fait tout à l'heure Daouda. Il évoquait, il mettait à l'actif du Front populaire ivoirien les enseignants du Front populaire ivoirien qui étaient les premiers à manipuler un peu, on pourrait le dire, les élèves. À influencer, peut-être à faire un peu d'influence. Les élèves, à partir de 1990, c'est une méconnaissance d'abord de l'histoire de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. On ne va pas refaire toute l'histoire aussi. Non, nous n'allons pas refaire toute l'histoire. Mais en réalité, avant 90, le mouvement politique qui était le plus fort, c'était le Parti ivoirien des travailleurs, le PIT de Francis Boudier, qui, nous on se souvient, quand on partait à l'école, les enseignants de français, les enseignants d'histoire géo, qui étaient essentiellement des partis, étaient militants du PIT. Et c'était eux-là, effectivement, qui faisaient des breaks pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'était important de faire le multiparti, changer de paradigme, nous-mêmes nous montrer comment est-ce que le pouvoir qui était en place, parti unique, qui n'était pas bien. Mais mieux, on se souvient du Cinéci et autres, là, qui était géré par Sinares, mais le Cinéci déjà, qui était géré par Laurent Koun, qui était transfuge du Parti ivoirien des travailleurs. C'est après, plus tard, si on a le temps, peut-être qu'on va revenir sur l'histoire du multipartisme. On ne pourra pas aujourd'hui. Voilà, c'est pas juste de dire que c'était le Front populaire ivoirien
Très bien. Gbagbo, c'est une méconnaissance. On ne va pas, messieurs, je vous en prie. On Non, va je vais t'écouter, on va pas faire le débat aujourd'hui, mais c'est un sujet. Mais le règne des enseignants a eu lieu. Daouda, on a dit qu'on ne fera pas le débat. On ne fera pas le débat. On retient simplement que vous souhaitez que les sections professionnelles associées aux partis politiques puissent ne plus exister. Union des enseignants, union des hommes des médias, de tel parti, union de tel. Bref, ça ne doit pas exister. Toutes ces unions devraient être reversées au comité de base, dans les quartiers ou dans les, dans les différentes sections. Rapidement, il y a la loi sur les associations qui interdit aujourd'hui aux associations, aux organisations de la société civile de faire de la politique. Donc, comment une union de soi-disant enseignants, c'est une organisation de la société civile. C'est pas nouveau, Marius, comme en même temps. Non, il faut y mettre un terme. Nous, on était à Daloa, il a dit à Koun Laurent, mais à Daloa, moi, je suis au lycée 2 et c'est lui qui nous formait en politique. Merci beaucoup, Marius. Merci beaucoup. Messieurs, laissons la politique pour l'instant de côté parce qu'on a un très très bon sujet pour aider justement les ménages ivoiriens et les poches des consommateurs ivoiriens, justement, de nos concitoyens. Il s'agit de la lutte contre le gaspillage de l'électricité. Et justement, pour lutter contre ce point-là, le ministre de l'Énergie, Mamadou Sangafoa, il lance des audits pour fixer assurément l'audit, on aura du moins l'audit énergétique obligatoire qui a été donc adopté par un arrêté ministériel. Élisée Boloube, est-ce qu'on peut en savoir davantage? De quoi s'agit-il justement? Ok, d'accord. Déjà, avant qu'on aille plus loin, il faut juste noter que l'audit énergétique, comme son nom le dit, l'audit énergétique obligatoire s'inscrit en application du décret numéro 2016-862 du 3 novembre 2016 fixant les modalités, conditions et obligations pour la mise en œuvre de la maîtrise d'énergie. De quoi s'agit-il? Juste qu'il faut retenir que l'audit énergétique est une démarche cruciale pour identifier en fait les opportunités d'économie d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Il a été révélé qu'il y a beaucoup de gaspillage en énergie. Et très souvent, on perd beaucoup en énergie. En parenthèse, oui. Je pense qu'il a eu une belle énergie, c'est Caissier, qui vient de marquer. Il vient se rattraper, voilà. Bravo. On lui a communiqué l'énergie. Voilà, donc on a constaté qu'il y a de gaspillage de l'énergie dans des endroits, par contre, il y a certains où il n'y en a même pas. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange pour voir ce dont on a besoin dans une telle zone comparé à une autre, pour ne pas qu'on puisse perdre cette énergie-là? Donc, c'est dans cette optique-là qu'en 2016, effectivement, le gouvernement a pris un décret et ils ont dit, dans le cadre de l'efficacité énergétique, il était important qu'on institue ce qu'on appelle les audits énergétiques obligatoires. Et ces audits énergétiques, comme je l'ai dit, la finalité, c'est de voir un peu les poches de gaspillage, les restreindre au maximum pour que cette énergie-là soit réorientée de façon efficiente. Voilà, vers là où il y a le besoin est. Donc voici un peu ça. Et c'est hier, donc, au cours d'un atelier, que le directeur de cabinet du ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole a donc lancé ça. Et il s'est appuyé sur des structures qui ont eu un agrément de la part de l'État pour pouvoir mener ces audits-là. Très bien. Alors, quand on finit de dire ça, Herman Aboua, vous qui êtes monsieur écologie sur ce plateau, est-ce une décision salutaire, in fine, qui arrangera les populations ivoiriennes? Mais bien évidemment. Déjà, vous savez bien que par moment, certains quartiers, certaines villes connaissent des pénuries en termes de fourniture d'électricité. Donc, si cette électricité, on amène les grands gaspilleurs, je pense que c'est à l'endroit vraiment des grands gaspilleurs, à pouvoir adopter des gestes éco-citoyens, des habitudes de gestion au mieux de leur énergie, ça va, l'énergie qui va rester, qui sera emmagasinée, va pouvoir aider. Qui sont les gros gaspilleurs, justement? Généralement, ce sont les grosses entreprises, les industriels et autres, qui ont besoin dans leur activité. L'administration même. Vous savez, souvent, on va au plateau, toute la nuit, on voit dans les immeubles. Ça, c'est vrai aussi. À travers les vitres, on voit que... il y en a qui n'ont pas éteint la lumière. Ils n'ont pas éteint. Donc, imaginons-vous un seul instant que les travailleurs, avant de partir, essaient d'avoir les gestes. Même ici, j'imagine qu'à certains endroits, quand il n'y a personne dans une salle, il y a des lumières souvent la climatisation continue de tourner. Si on adopte, les entreprises commencent à adopter cela, on va effectivement économiser une grande énergie. Voilà, ce sont des gestes qui sont importants et je pense que c'est intéressant de le faire. Daouda,
Nous sommes souvent responsables de notre propre problème. On parle d'augmentation. En réalité, Herman l'a mentionné, on n'a pas vraiment les bons gestes éco-citoyens. Et qui diligentera l'audit énergétique? Non, je pense qu'il y a une entreprise qui a été effectivement choisie. Oui, il y a des entreprises, mais ça sera plus ou moins piloté par le GIZ. Très bien. Voilà, qui va piloter tout ça. Organisme international. Voilà. Le GIZ de l'Union européenne qui finance, en fait. Qui finance tout cela. Maintenant, ce sur quoi moi j'aimerais revenir, c'est que la consommation intérieure en termes d'énergie de la Côte d'Ivoire est passée à 10%. Quand vous savez qu'aujourd'hui... En quelle année? En 2024? Je parle de maintenant, là, oui. Tout à fait, A augmenté à 10%. Et que la consommation, c'est quand nous consommons, en fait, l'augmentation en fait, est accrue. Les industriels, les ménages, tout le monde. Tout à fait, Donc tout le monde, cette augmentation est tellement accrue que finalement, souvent de fois, on va assister à des coupures dans d'autres coins, à des délestages qui ne sont pas bons pour nous. Maintenant, au-delà même de ces délestages, quand on regarde les entreprises publiques, on a même parlé tout à l'heure de l'administration publique qui laisse le courant, la climatisation et autres, ça et là, c'est un manque à gagner. Et je pense que le ministre Sangafoa, il a le nez creux en disant, faisons comment on appelle ça, l'audit, de sorte à savoir qui consomme plus que qui et finalement on saura quelles mesures pouvoir mettre en place pour réguler tout ça l'un mis dans l'autre. Mais n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire s'est engagée en fait à faire du mix énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc du coup, tout ça, ça intervient dans ce carnaval-là. Mais au-delà des entreprises, même si ces audits vont se faire dans les entreprises, il est important aussi pour nous, ménages, de rentrer dans la danse. Pourquoi ne pas faire, j'ai envie de dire, auto-audit nous-mêmes pour savoir à quel moment je dépense, prendre mes factures, analyser à quel moment diminuer. Je pense que tout ça, ça peut contribuer à soulager le portefeuille des ménages. Très bien. Alors, Marius Kemoé, justement, au-delà du point des énergies renouvelables qu'on va aborder avec vous, comment est-ce que le citoyen lambda peut prendre sur lui de regarder, comme Daouda l'a dit, de s'auto-juger à l'effet de réduire ses factures et lui aussi participer à son niveau à faire un audit énergétique et réduire sa facture. Éteindre par exemple la climatisation lorsqu'on sort d'un bureau. Vous allez souvent dans certains quartiers qui sont des quartiers administratifs, mais la nuit vous voyez des bâtiments, il y a la lumière, la climatisation qui fonctionne. Ce sont des habitudes qu'on devrait avoir au total, Marius. Oui, il n'y a pas que les ménages, il faut surtout instruire les entreprises parce que c'est les entreprises qui sont les plus grandes consommatrices d'énergie. Et il faut donc instruire les entreprises à auditer leur consommation énergétique. Tout à l'heure, Élisée parlait donc du décret qui a vu donc naître l'audit énergétique obligatoire. Il faut rappeler que l'audit énergétique obligatoire découle plutôt de la loi de 2014-132 du 24 mars 2014 qui est portant Code de l'électricité. Cette loi, en son article 25, alinéa 2, élève la maîtrise d'énergie au niveau national en rang d'activité d'utilité publique. Vous l'avez dit, dans nos bureaux, dans nos domiciles, je le disais avant-hier sur ce plateau, nous n'avons pas une attitude éco-citoyenne. Pourquoi ce n'est pas un réflexe pour nous, justement? Mais justement parce que nous avons eu l'habitude du gaspillage. Au niveau énergétique, dans les industries, c'est plutôt de la surconsommation et souvent des pertes d'énergie qui reviennent en réalité plus chères pour l'État de Côte d'Ivoire. Dans les administrations publiques, ce réflexe n'existe pas parce que chez nous-mêmes à la maison, on n'a pas eu ce même réflexe de sortir d'une pièce dans laquelle nous nous trouvions, dans une chambre, et on en sort sans même éteindre la lumière. Après, on se plaint. On laisse tourner le climatiseur, pourtant il n'y a personne dans la chambre. Et pendant des heures, on laisse également le congélateur. Or, un congélateur, il y a des moments où il faut le débrancher. Pour le nettoyer. Mais bien sûr. Et puis quand on paye un appareil, il faut tenir compte de la puissance de l'appareil, Parce que si vous payez un appareil, un climatiseur, un congélateur, un poste-téléviseur, un ventilateur, parce que même les ventilateurs, mais ça tourne dans certains ménages 24 sur 24. Le salon, au salon, le ventilateur n'est jamais éteint, même quand il n'y a personne.
au salon, le poste téléviseur reste allumé, le ventilateur reste allumé. Après, on se plaint de ce que la facture de l'électricité est chère. Mais il faut enseigner à nos enfants parce qu'au moment où maman et papa sont au travail, les enfants font du gaspillage à la maison. Les nounous n'ont pas de contrôle sur les enfants. Et donc après, on est étonné. Souvent même, les enfants allument les climatiseurs et même les parents ne le savent même pas. Et après, on se retrouve avec une consommation énergétique assez élevée qui fait grincer des dents. C'est vrai, nous, notre rôle est de continuer à porter les mécontentements des populations auprès des décideurs, mais il n'en demeure pas moins que nous ayons une attitude éco-citoyenne en matière de consommation énergétique. Une attitude éco-citoyenne, Élisée Bouloubeu, apparemment, ce n'est pas un réflexe pour nous, donc il faudrait pouvoir faire des sensibilisations. Élodie, tu es bienvenue. Oui, ce que vous dites est tellement important. Effectivement, c'est des réflexes qu'on n'a pas. Pour preuve, il y a une étude qui a été menée en 2023 et qui a été rendue publique en juillet 2024. Et cette étude-là révèle que plus de 11 milliards de francs CFA de PET, 11 milliards de francs CFA de PET dans l'administration publique, plus de 11 milliards de francs CFA dans l'administration publique de PET sur toute l'année 2023. Ouais. Vous imaginez 11 milliards de PET sur un budget de l'économie de Côte d'Ivoire qui s'élève à 12 508,7 milliards, ça vous fait environ 0,1% du budget. À qui la faute? Mais à tout le monde. À tout le monde. Et l'enquête a révélé que 25% de l'énergie consommée dans l'administration publique l'est pendant les horaires inoccupés. Absolument. 25% de l'énergie consommée dans l'administration publique est pendant les heures inoccupées. Mais en même temps, on constate cela tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Qui devrait faire changer les choses? Justement, déjà, le ministre. Oui, je vais dire d'abord, d'un premier temps, il faut une conscience citoyenne. Il faut du civisme. Mais attends, ce n'est pas parce que ce n'est pas de votre poche qu'on sort pour payer les recettes devant vous que vous pensez que vous ne contribuez pas. Demain, vous allez dire que vous voulez qu'on vous donne des primes supplémentaires. Mais on vous donne des primes avec quoi? Dès l'instant qu'on doit prendre payer des factures à 11 milliards de francs CFA, vous laissez les climatiseurs allumés, vous laissez toutes les lampes allumées, tout est allumé et puis on s'en va. 25% de l'énergie gaspillée là, pendant les heures inoccupées. Certains aimeraient revenir trouver leur bureau climatisé le lendemain. Plus de 11 milliards de francs CFA. Plus de 11 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Environ 0,1% du budget national. 0,1%. C'est extrêmement beaucoup. Donc ça montre là justement le niveau de gaspillage et le manque de conscience citoyenne même des Ivoiriens. Et il faut faire quelque chose à ce niveau-là. C'est pour cela que l'audit est là, Herman, votre point. Ce que je voulais ajouter, au-delà de l'attitude, enfin la sensibilisation à une démarche éco-citoyenne des populations ou bien des usagers, il faut aussi aujourd'hui penser au choix du matériel électrique. Ah oui, Marius en parlait. Il y a aujourd'hui, on peut avoir des administrations ou bien dans les bureaux où lorsqu'il n'y a pas de présence de personnes, l'électricité systématiquement s'éteint. Si les individus n'arrivent pas à le faire, il faut qu'à un moment donné, tout le bâtiment, tout soit éteint à un moment. Si on sait qu'à 22h, personne ne peut être là. Il faut obliger cela, voilà. Mais oui, je veux dire que dans le choix du matériel, c'est de ça qu'on parle. Je veux dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de... Lorsqu'on parle de l'agression de l'atmosphère et autres, les gens voient seulement la protection de l'atmosphère. Mais il y a cela, il y a ce qu'on vit, nos cadres de vie, comment est-ce qu'on travaille à améliorer nos cadres de vie. Et ça, c'est très important. C'était un point très important. Très rapidement, ce que rapidement, Daouda, au niveau de la tour A et de la tour B qui a été conçue par... Qui vient d'être rénovée. Rénovée justement par PFO. Voilà, je pense que ce système a commencé à être mis en place au niveau de ces deux bâtiments. C'est ce que je disais, c'est bien. Sauf la climatisation, par exemple, elle est centrale. Donc quand c'est froid, la climatisation s'éteint seule. Exactement. Et ça, j'avoue que c'est un système qu'il faut dupliquer. Je pense qu'ils vont le faire au niveau de la tour F. Et c'est sûrement peut-être pour ça qu'ils sont en train de rénover tous les autres bâtiments. Dieu merci. Ça doit pouvoir s'étendre aux autres bâtiments. Merci, messieurs. Merci. Je pense que nous avons eu à faire une très belle émission. Mais en même temps, juste une petite info pour terminer. Alors, il y a un mouvement politique qui a la thématique de la protection de l'environnement qui est en gestation. Ce dimanche à venir, les écologistes... Un mouvement politique. Oui, Élisée Bouloubeu. Les écologistes, le nouveau mouvement politique, tiennent leur réunion cadre pour programmer leurs activités. Ils veulent contribuer à la prise de décision politique pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens et protéger l'environnement en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'est le week-end. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Élisée, merci. Herman, merci. Daouda, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes chers à notre cœur. Merci beaucoup. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir et bon week-end.